Ma femme a exigé le divorce et la maison, tu n'as pas les moyens de te payer un avocat pour m'affronter. Alors Elle a dit que je n'avais pas les moyens de me payer un avocat et a essayé de tout me prendre. Ma maison, mes économies, ma dignité, mais elle n'aurait jamais imaginé qui entrerait dans ce tribunal à mes côtés. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. L'annonce est tombée un mardi soir ordinaire, dans la maison que je pensais être la nôtre pour toujours. J'étais assis dans le salon, portant encore mes vêtements de travail, la faible odeur de sueur de bois s'accrochant à moi après une autre longue journée à enseigner la menuiserie. Victoria se tenait en face de moi, la posture raide, le visage sans expression. Un instant, j'ai cru qu'elle allait m'annoncer une tragédie concernant sa famille, peut-être de mauvaises nouvelles de sa mère. Mais quand elle a parlé, sa voix était calme, précise, et dépourvue de toute la chaleur qui avait autrefois défini notre mariage. « Andrew », dit-elle en posant un dossier sur la table basse entre nous, tel un verdict final. « C'est fini. Je veux le divorce. » Les mots n'ont pas fait sens au début. J'ai cligné des yeux, essayant de déceler une trace de tristesse, une lueur de regret dans son regard. Il n'y avait rien, juste une certitude froide, comme si elle avait répété ce moment jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune hésitation. Tu. Quoi? Ma voix s'est brisée, trop faible même pour mes propres oreilles. Victoria s'adossa au canapé, les bras croisés. J'ai déjà parlé à un avocat. Ceci, dit-elle en désignant le dossier, ce sont mes conditions. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je n'en avais pas besoin. Elle a commencé à les énumérer avec le même ton qu'elle aurait utilisé pour lire une liste de courses. Elle voulait la maison, notre maison, celle pour laquelle mon grand-père m'avait aidé à verser un acompte à nos débuts. Elle voulait 70% de nos économies communes. Et elle voulait une pension alimentaire pour au moins 5 ans. Ma gorge s'est asséchée. 8 ans à faire de cet endroit un foyer. Chaque dollar économisé, chaque nuit passée à poncer les planchers, à repeindre les murs, à réparer le toit, tout cela réduit à une série d'exigences. Elle n'était pas en train de me quitter. Elle était en train de me dépecer. De m'arracher à la vie même que je pensais que nous avions construite ensemble. J'ai essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. Elle a comblé le silence elle-même, son ton dégoulinant d'une pitié condescendante. Andrew, soyons réalistes. Tu es professeur de menuiserie. Tu gagnes décemment ta vie, bien sûr, mais pas le genre de salaire qui survit à un procès contre quelqu'un comme moi. Mon avocat t'ensevelira sous les frais de justice avant même que tu ne mettes un pied dans un tribunal. Il vaut mieux pour toi d'accepter ça maintenant et de t'en aller. Le petit sourire suffisant qui a suivi a remué le couteau dans la plaie. Elle n'avait pas peur de moi. Elle ne me voyait même plus comme son partenaire, pas comme l'homme à qui elle avait autrefois promis l'éternité. Pour elle, j'étais un obstacle qu'elle s'attendait à écraser sans résistance. Le salon, autrefois chaleureux et rempli de rires, me semblait être la maison d'un étranger. Je voyais les photos encadrées sur le mur. Les vacances, les anniversaires, nous deux souriant à des moments que je croyais sincères. Maintenant, elle me fixait comme des fantômes moqueurs. Victoria, commençai-je, ma voix se brisant sous le poids qui m'oppressait la poitrine. Après tout ce temps, c'est comme ça que tu. Mais le regard qu'elle me lança fut tranchant, final, comme une lame coupant court à toute supplique avant même qu'elle ne puisse se former. Je ne veux pas me disputer à ce sujet, m'interrompit-elle, lissant sa jupe comme si elle congédiait un employé plutôt que de mettre fin à un mariage. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais autrefois cru être ma partenaire, et tout ce que je ressentis fut un froid se répandre en moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle pourrait me regarder de cette façon, non seulement avec détachement, mais avec supériorité, comme si elle avait déjà gagné. Pendant un long moment, le silence fut insupportable. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation me rappelant à quel point j'étais censé être impuissant. Elle pensait que ma plus grande faiblesse était de ne pas avoir les moyens de me battre. Elle pensait m'avoir acculé à la reddition. J'ai finalement pris une lente et courte inspiration. J'ai forcé mon visage à adopter une expression neutre, j'ai laissé mes épaules s'affaisser légèrement. Ses yeux se plissèrent, guettant la rupture qu'elle croyait imminente. Je l'ai laissé venir. Ma voix, plate et basse, lui a donné exactement ce qu'elle voulait entendre. Tu as raison. Le soulagement sur son visage fut instantané, presque radieux. Elle s'était attendue à de la résistance, peut-être une protestation désespérée,
mais en entendant ces mots, elle se détendit, convaincue que l'humble professeur avait abandonné sans se battre. Elle a même souri, ce genre de sourire suffisant et victorieux que je n'avais jamais vu sur elle auparavant. « Bien, dit-elle vivement en se levant. Je suis contente que tu sois raisonnable. Les papiers officiels te seront signifiés la semaine prochaine. » Elle prit son sac à main, ajusta sa veste et sortit de la pièce avec la certitude tranquille de quelqu'un qui vient de conclure une affaire fructueuse. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans ma poitrine. Je suis resté assis là, à regarder le dossier qu'elle avait laissé sur la table, intact. Mes mains tremblaient, mais pas de colère. Du moins, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de plus lourd. Je me sentais vide, comme si la vie que nous avions construite m'avait été arrachée en un instant. J'étais seul dans le silence, entouré des vestiges de ce que je croyais être un mariage. La maison semblait différente maintenant, étrangère, comme si elle appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je n'étais pas seulement choqué. Je n'étais pas seulement blessé. J'étais petit, insignifiant, réduit à n'être rien de plus qu'un homme incapable de se défendre. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les jours qui ont suivi l'annonce de Victoria et se sont fondus dans un brouillard de désespoir. Je faisais les choses machinalement à l'école, debout devant mes élèves, expliquant comment lisser le bord d'une planche ou comment assembler des queues d'aronde. Mais ma voix me semblait creuse. Et quand je rentrais à la maison, le silence m'enveloppait comme un linceul. L'endroit qui avait autrefois été animé de rires et de conversations ressemblait maintenant à un mausolée où seules ces paroles résonnaient, « Tu n'as pas les moyens de te payer un vrai avocat. » Elle avait raison. Du moins, c'est ce que je croyais, assis dans la pénombre de notre cuisine, fixant les factures impayées et le dossier d'exigence qu'elle avait laissé. Pendant 3 nuits, je n'ai presque pas dormi, me réveillant en sueur, convaincu qu'à la fin de tout cela, je perdrais la maison que mon grand-père m'avait aidé à acheter, les économies pour lesquelles j'avais travaillé si dur, et même les fragments de fierté qui me restaient. Le 4e jour, j'ai réalisé que le seul nom que je ne m'étais pas autorisé à envisager ne cessait de refaire surface dans mon esprit, peu importe à quel point j'essayais de le repousser. Jonathan Carter, mon frère aîné. Tout le monde savait qui était Jonathan. Il n'était pas juste un avocat. Il était l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté de l'État. Un homme qui pouvait transformer un tribunal en champ de bataille et repartir avec la victoire avant même que son adversaire ne réalise que le combat avait commencé. Sa réputation était légendaire. Sa seule présence suffisait à déstabiliser les autres avocats. Et il était de mon sang, mais il n'avait pas été mon frère. Pas vraiment, depuis 5 ans. Le souvenir de notre dernière dispute était gravé en moi. Après la mort de nos parents, nous nous tenions dans le salon de leur ancienne maison, entourés de leurs photos et de leurs meubles. 2 hommes en deuil de manière complètement différente. Je voulais garder la maison, la préserver comme un souvenir vivant d'eux, un lieu où nos familles pourraient se réunir dans les années à venir. Jonathan, toujours pragmatique, toujours impitoyable, a insisté pour que nous vendions. C'est un actif illiquide, avait-il argumenté, sa voix tranchante de logique. On partage l'argent et on passe à autre chose. J'ai refusé, m'accrochant à la valeur sentimentale, et la dispute a explosé en quelque chose d'irréparable. Nous nous sommes quittés ce soir-là et ne nous sommes plus jamais parlé. La fierté nous a maintenus dans le silence à travers les anniversaires, les fêtes et même les funérailles. Et maintenant, cette même fierté était comme une pierre dans ma gorge, car la plaie signifiait admettre que j'avais eu tort de laisser le fossé se creuser pendant toutes ces années. Cela signifiait exposer ma faiblesse, mon désespoir. Mais quel autre choix avais-je? Je ne pouvais pas dépenser plus que Victoria. Je ne pouvais pas déjouer son avocat. Si je ne l'appelais pas, je perdrais tout. Ma main tremblait en faisant défiler mon téléphone jusqu'au numéro que je n'avais jamais effacé mais jamais composé. Mon pouce planait sur l'écran tandis que mon cœur battait dans ma poitrine. Et s'il ne répondait pas? Et s'il raccrochait dès qu'il entendrait ma voix? Et s'il me disait que je n'avais qu'à assumer mes choix? Avalant ma salive, j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, et juste au moment où je me préparais à tomber sur la messagerie vocale, je l'ai entendu. Cette voix profonde et stable que je n'avais pas entendue depuis une demi-décennie. Jonathan Carter. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Ma gorge s'est nouée, ma poitrine s'est serrée, et j'ai failli raccrocher. J'ai réussi à croasser, Jonathan, c'est moi. C'est Andrew. La ligne est devenue silencieuse,
et j'ai cru qu'il avait peut-être raccroché, mais il a ensuite parlé à nouveau, plus doucement cette fois, portant le poids du souvenir. Andy. Le surnom m'a frappé plus fort que prévu. Ouais, ai-je chuchoté. C'est moi. Une autre pause. Puis sa voix a changé pour devenir quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. De l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette simple question m'a fait craquer. Les mots ont jailli avant que je ne puisse les retenir. Je lui ai parlé de l'annonce froide de Victoria, du dossier qu'elle avait laissé sur la table, de la maison, des économies, de la pension alimentaire, du mépris dans sa voix quand elle m'a dit que je n'avais pas les moyens de me payer un vrai avocat. Je lui ai dit que je me sentais acculé, humilié, dépouillé de toute chance de me défendre. Le silence qui a suivi était lourd, mais cette fois, il ne ressemblait pas à un rejet. Il ressemblait à quelque chose qui se construisait. Finalement, la voix de Jonathan est revenue, basse et dangereuse. Elle a dit que tu n'avais pas les moyens de te payer un avocat? Oui, ai-je murmuré. Ce sont ses mots exacts. Il a inspiré lentement, et quand il a parlé à nouveau, l'acier dans sa voix était sans équivoque. D'accord, quand et où a lieu la première comparution? Mon cœur a raté un battement alors que je répondais, mardi prochain, au tribunal du centre-ville. Sa réponse a été immédiate, décisive. Je vais libérer mon emploi du temps. Ne lui parle pas. Ne parle pas à son avocat. Ne signe rien du tout. Présente-toi juste mardi. Je serai là. Avant que je puisse répondre, la ligne a cliqué. Il avait raccroché, mais pas avant d'avoir planté en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. J'ai baissé le téléphone, le fixant tandis que mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus de peur. C'était de la réalisation soudaine que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi seul que je le pensais. J'avais ravalé ma fierté, et à l'autre bout du fil, mon frère avait répondu, non pas comme l'homme avec qui j'étais en conflit depuis 5 ans, mais comme le grand frère protecteur dont je me souvenais de notre enfance. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le matin de l'audience préliminaire arriva, gris et détrempé par la pluie. Le genre de temps qui s'infiltre jusqu'aux os et rend chaque pas plus lourd. Et en montant les marches du palais de justice, ma vieille mallette à la main, je sentis le poids de la défaite m'écraser plus fort que la bruine qui trempait ma veste. Car dans mon esprit, ce n'était pas un jour de victoire. C'était un jour pour affronter l'humiliation. À l'intérieur du tribunal, l'air sentait le papier humide et l'anxiété renfermée. Et quand je suis entré, j'ai immédiatement vu Victoria et assise à la table du demandeur, vêtue d'un tailleur pantalon bleu foncé, sa coiffure parfaite, sa posture rayonnant une confiance suffisante. À ses côtés se trouvait Stephen Grant, son avocat, un homme dans la cinquantaine, avec un sourire narquois si étudié qu'il semblait gravé sur son visage. Ils se penchaient l'un vers l'autre, chuchotant et ricanant comme deux prédateurs, convaincus que la proie était déjà acculée. Et quand Victoria m'a aperçu, son sourire a vacillé un instant avant de se transformer en un regard de pitié, comme si elle regardait un condamné se traîner vers l'échafaud. Mon estomac s'est noué. Je me suis forcé à avancer vers la table du défendeur, je me suis assis, j'ai posé ma mallette usée sur la surface et j'ai croisé les mains pour cacher leur tremblement. Stephen Grant s'est levé et s'est approché d'un pas arrogant, son eau de Cologne agressive, son ton dégoulinant de supériorité. Monsieur Lawson, dit-il en étirant le nom comme si c'était quelque chose de désagréable sur sa langue. J'espère que vous avez eu l'occasion d'examiner la proposition très généreuse de ma cliente. Si vous êtes prêt à signer aujourd'hui, nous pouvons en finir rapidement et sans douleur. J'ai dégluti, gardant ma voix stable, même si elle tremblait à l'intérieur de moi, et j'ai répondu, j'attends mon avocat. Il a gloussé, un son bas et condescendant. Votre avocat? Bonne chance avec ça. Puis il s'est retourné vers Victoria, secouant la tête comme pour partager la blague. Mes paumes étaient moites, ma poitrine serrée, et quand l'huissier, l'officier Bennett, a appelé la cour à l'ordre, j'ai cru que mon cœur allait me sortir des côtes. La juge Margaret Collins est entrée, le visage sévère, commandant la pièce d'un seul regard en prenant son siège. Affaire est contre Lawson, annonça-t-elle. Les deux parties sont-elles présentes et représentées? Stephen Grant se leva avec aisance. Oui, votre honneur. Stephen Grant, représentant la plaignante, Madame Victoria est. Les yeux de la juge se tournèrent vers moi. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais avant qu'un son ne s'en échappe,
les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand avec un fracas assourdissant qui fit taire tous les chuchotements. Toutes les têtes se sont tournées alors que Jonathan Carter entrait d'un pas décidé. Mon frère. Il ne portait pas simplement un costume. Il était enveloppé dans quelque chose qui s'apparentait plus à une armure, sombre comme la nuit, taillée à la perfection. Sa présence remplissait l'espace comme un front d'orage. Il a descendu l'allée avec la grâce prédatrice d'une panthère. Chaque pas était mesuré, sa mallette en cuir brillant, et j'ai vu l'onde de reconnaissance se propager dans la salle alors que les avocats se penchaient les uns vers les autres, murmurant son nom. Jonathan Carter, l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté de l'État. Il n'a pas regardé à gauche ni à droite. Ses yeux étaient rivés sur moi. Et quand il a atteint ma table, il a posé une main ferme sur mon épaule, l'a pressée doucement, puis s'est assis à côté de moi avec l'autorité tranquille d'un général prenant le commandement. Il a posé sa mallette sur la table avec un clic solide qui a résonné comme un coup de marteau, et dans ce son, l'atmosphère a basculé. J'ai jeté un coup d'œil à Victoria, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, son masque s'est fissuré. Sa suffisance s'est évaporée, remplacée par une incrédulité aux yeux écarquillés. Sa bouche était légèrement ouverte, comme si elle venait de voir un fantôme. Stephen Grant avait l'air encore pire, la couleur quittant son visage, son sourire narquois remplacé par un tic nerveux à la mâchoire. Jonathan se pencha vers moi, sa voix basse et calme. « Désolé pour le retard, petit frère. La circulation était un enfer. Ma gorge s'est serrée, les larmes menaçant, mais j'ai réussi à hocher la tête. » Puis il a redressé son expression, redevenant tout à fait professionnel, et s'est adressé à la juge d'une voix de baryton qui a porté à travers la pièce. « Jonathan Carter, votre honneur, représentant le défendeur, Monsieur Andrew Lawson. » Les sourcils de la juge Collins se sont haussés, son ton trahissant sa reconnaissance. Maître Carter. Elle connaissait sa réputation. Tout le monde la connaissait. Jonathan a ensuite tourné délibérément la tête vers Victoria et Stephen, son regard froid, son sourire plus tranchant qu'un couteau. « Mes excuses pour le retard, dit-il, sa voix de la soie sur de l'acier. Mais il y a une clarification à apporter. » Il les a regardés tous les deux, savourant le silence, puis a prononcé la phrase qui a brisé la certitude suffisante avec laquelle ils étaient entrés. Il n'a pas à se payer mes services. Je suis son grand frère. Les mots ont frappé la salle comme une détonation. Un murmure a parcouru les spectateurs et les autres avocats, et j'ai senti quelque chose s'enflammer en moi, un feu qui s'était éteint il y a des jours, ravivé soudainement. Victoria avait l'air atterrée. Les lèvres de Stephen bougeaient sans un son alors qu'il cherchait une réponse. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je me suis redressé. Je n'étais plus le professeur vaincu qu'il pensait que j'étais. À cet instant, l'équilibre du pouvoir s'est complètement inversé, et j'ai su que je n'étais plus seul. Dès l'instant où Jonathan Carter a pris place à mes côtés dans ce tribunal, tout le paysage de ce divorce a changé. Et ce qui a suivi dans les semaines à venir n'était rien de moins qu'une guerre. Jonathan ne s'est pas contenté de me défendre. Il a lancé une contre-attaque d'une précision si impitoyable qu'elle m'en donnait le vertige. Il a immédiatement déposé des requêtes rejetant chacune des exigences de Victoria et, les qualifiant de prédatrices et déposées de mauvaise foi. Puis il a soumis une demande d'expertise judiciaire complète de tous les dossiers financiers des 5 dernières années. Chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit, chaque virement Venmo, chaque compte caché. Et quand Stephen Grant a tenté de s'opposer, arguant que c'était excessif, la juge Margaret Collins a à peine jeté un coup d'œil à ses arguments avant d'approuver la requête de Jonathan dans son intégralité. La peur sur le visage de Victoria ce jour-là fut la première fissure dans son armure, et elle a alimenté le feu qui couvait en moi depuis la nuit où elle m'avait dit que je n'avais pas les moyens de me payer un avocat. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai observé avec un mélange d'admiration et d'anticipation nerveuse l'équipe de comptables judiciaires de Jonathan disséquer les finances de Victoria avec la précision de chirurgien. Ce qui a commencé comme une pile de relevés s'est rapidement transformé en une toile de tromperie. Il y avait des frais d'hôtel de luxe, de bijouterie haut de gamme et de dîners extravagants pour deux, tous liés à une carte de crédit dont je n'avais jamais connu l'existence. Une carte liée à notre compte d'épargne commun. Un soir, j'étais assis en face de Jonathan alors qu'il exposait les conclusions, ses yeux brillant d'une froide satisfaction. « Elle se croyait maligne, dit-il en tapotant un reçu d'un complexe viticole. Mais être malin ne tient pas face aux preuves. Mes poings se sont serrés, la colère montant en moi si vivement que je pouvais à peine respirer.
Toutes ces nuits où elle m'avait dit qu'elle était à des conférences. Tous ces week-ends où elle disait rendre visite à sa famille. Des mensonges. Chacun d'entre eux. Les dépositions ont suivi. Et c'est là que le génie de Jonathan a brillé de mille feux. Il en a programmé une avec Sophie Turner, l'amie la plus proche de Victoria, une femme qui avait toujours été polie mais distante avec moi. J'étais assis tranquillement à la table, mon cœur battant la chamade, tandis que Jonathan l'interrogeait d'un ton poli, presque charmant, qui masquait le piège qu'il tendait. Pendant des heures, il a posé des questions sur les habitudes de dépenses de Victoria, ses voyages d'affaires, son état de bonheur général, et Sophie a tenté d'esquiver et de dévier, sa loyauté envers Victoria étant évidente. Mais ensuite, Jonathan a laissé tomber la question comme une guillotine. « Mademoiselle Turner, pouvez-vous me parler de Richard Hay ?» J'ai vu Sophie tressaillir, le nom ayant clairement touché un point sensible. Mon souffle s'est coupé, je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Jonathan s'est adossé nonchalamment, comme s'il avait tout le temps du monde. Non. Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire. Il a fait glisser des copies des relevés de cartes de crédit, pointant des dates et des frais qui coïncidaient parfaitement avec les moments où Victoria prétendait être absente pour le travail. Ses chambres d'hôtel, ses dîners, ses bijoux. Étiez-vous avec elle? Les yeux de Sophie s'agitaient, ses mains se tordaient sur ses genoux. Finalement, sous serment, elle a craqué. Sa voix tremblait alors qu'elle admettait que Richard Hay n'était pas seulement un nom, mais un homme, un riche promoteur immobilier. Victoria le fréquentait depuis 1 an et demi. Elle a admis l'avoir couverte, avoir répété ses mensonges, m'avoir dit que les conférences étaient réelles alors qu'elle savait qu'elles ne l'étaient pas. J'ai eu la nausée, une fureur bouillonnant en moi si violemment que j'ai cru que j'allais exploser sur place. Mais sous tout cela, un sombre sentiment de satisfaction a commencé à grandir. La vérité se frayait un chemin vers la lumière. La déposition de Richard Hay lui-même a été le coup de grâce. Il est entré, suffisant, vêtu d'un costume cher, rayonnant d'arrogance. Il s'est adossé à sa chaise comme si toute la procédure était indigne de lui. Mais Jonathan n'avait aucune intention de le laisser s'en tirer si facilement. Pendant des heures, Jonathan l'a démantelé pièce par pièce, l'interrogeant sur sa relation avec Victoria, sa connaissance de son mariage, son rôle dans ses décisions financières. Richard a souri narquoisement, a essayé de rester cool, jusqu'à ce que Jonathan sorte les reçus, les réservations d'hôtel, les virements, les cadeaux achetés avec mon argent. « Monsieur Hay, » dit Jonathan, sa voix basse et délibérée. Ces fonds provenaient directement des actifs matrimoniaux. Avez-vous demandé à madame et d'exiger une pension alimentaire et la maison parce que vous pensiez que monsieur Lawson n'avait pas les moyens de se défendre? Pour la première fois, la suffisance de Richard a vacillé. Il s'est agité, a hésité, puis, sous serment, il a admis. Oui, ils avaient tout planifié ensemble. Oui, c'était son idée qu'elle s'en prenne à tout. Parce que, selon ses propres mots, Andrew Lawson n'est qu'un professeur de menuiserie. Entendre mon nom prononcé comme ça, entendre le dédain, le mépris, la façon dont ils avaient conspiré pour me dépouiller de tout ce que j'avais, a envoyé une vague de rage si intense à travers moi que j'ai serré le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mais ensuite, la satisfaction a frappé tout aussi fort, car Richard Hay l'avait admis sous serment, devant des avocats et un sténographe judiciaire, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand nous sommes sortis de cette pièce, Jonathan a posé une main sur mon épaule et a dit doucement, « C'est fini pour eux. Ils ne le savent juste pas encore. » J'ai hoché la tête, ma poitrine se soulevant, la fureur bouillonnant encore, mais tempérée maintenant par autre chose. Le soulagement. Le masque avait été arraché. Victoria n'était plus la femme posée et confiante qui pensait pouvoir m'enterrer. Elle était exposée, une menteuse, une voleuse et une fraudeuse. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti une satisfaction profonde et indéniable. Elle m'avait sous-estimé, avait sous-estimé le lien que j'avais avec mon frère, et maintenant tout son stratagème s'effondrait autour d'elle. 6 mois après ce premier jour d'orage au tribunal, j'étais assis dans la même salle d'audience, mais cette fois, l'air semblait différent. Il n'y avait pas d'angoisse m'oppressant, pas de serrement dans ma poitrine. Au lieu de cela, je ressentais un calme étrange, presque de l'anticipation, car je savais comment cette histoire allait se terminer. Les preuves que Jonathan Carter avait rassemblées étaient accablantes. Les dossiers financiers montrant des milliers de dollars siphonnés de notre compte commun, les reçus d'hôtel et de bijouterie, le témoignage de Sophie Turner admettant avoir couvert son ami, et l'aveu suffisant mais accablant de Richard Hay lui-même.
La façade soigneusement construite de Victoria s'était effondrée en poussière, et ce qui restait était un tableau de trahison, de cupidité et de fraude. La juge Margaret Collins est entrée, son expression aussi sévère que d'habitude, et alors qu'elle appelait l'affaire à l'ordre, j'ai jeté un coup d'œil à Victoria de l'autre côté de la pièce. Elle ne ressemblait en rien à la femme confiante qui était entrée dans ce tribunal des mois auparavant dans son tailleur pantalon. Ses épaules étaient voûtées, ses cheveux tirés en arrière trop serrés, comme pour dissimuler sa fatigue, ses yeux passant nerveusement de moi à son avocat, Stephen Grant, qui lui-même avait l'air usé, vaincu avant même que le marteau ne tombe. Quand Jonathan s'est levé pour présenter nos conditions finales, sa voix stable et autoritaire, j'ai ressenti une vague de satisfaction qui m'a presque fait sourire. « Votre honneur » a-t-il commencé. Compte tenu des preuves accablantes d'infidélité, de fraude et de détournement de fonds matrimoniaux, nous demandons que Madame et renonce à toutes ses prétentions sur le domicile conjugal, abandonne sa demande de pension alimentaire et rembourse à Monsieur Lawson les 60 000 $ qu'elle a détournés pour financer sa liaison. Les mots flottaient dans l'air comme une lame, tranchant et définitif. Stephen Grant a tenté de protester, sa voix montant de désespoir. « Votre honneur, ces conditions sont punitives. Nous pouvons certainement négocier. » La juge Collins l'a interrompu d'un geste de la main. « Maître Grant, les preuves parlent d'elles-mêmes. Votre cliente s'est rendue coupable de parjure, a dissimulé des actifs et a violé ses devoirs fiduciaires matrimoniaux. Ces conditions sont plus que justes. » Elle a tourné son regard vers Victoria, sa voix sèche. « Comprenez-vous que vous acceptez ces conditions ?» Les lèvres de Victoria tremblaient, sa voix à peine audible. « Oui, votre honneur. » En la regardant murmurer ces mots, en voyant la dernière once d'arrogance quitter son visage, j'ai ressenti une satisfaction si profonde qu'elle s'est installée jusqu'au plus profond de mes os. C'était la même femme qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que j'étais trop faible, trop pauvre, trop insignifiant pour l'affronter. Maintenant, elle était dépouillée de tout ce qu'elle avait essayé de voler. Forcée de partir non seulement les mains vides, mais en me devant de l'argent. Quand le marteau est tombé, la montée d'adrénaline en moi était presque enivrante. Jonathan s'est penché plus près, chuchotant pour que moi seul puisse entendre. C'est fait. Il ne lui reste rien. J'ai hoché la tête, la gorge nouée par le relâchement d'une tension que je ne réalisais même pas que je retenais encore. De l'autre côté de l'allée, Stephen Grant rassemblait ses papiers sans regarder Victoria, le visage pâle d'humiliation. Victoria était assise, figée, fixant la table comme si elle refusait de croiser le regard de qui que ce soit. Pendant un instant, j'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Mais je me suis souvenu de son sourire narquois ce soir-là dans notre salon. La façon condescendante dont elle m'avait dit que je n'avais pas les moyens de me payer un avocat. Et la pitié s'est évaporée. Les retombées furent rapides et brutales. L'affaire s'est ébruitée, et avec elle, les détails de sa trahison. Les amis qui l'entouraient autrefois dans les soirées ont commencé à prendre leur distance, ne voulant pas être associés au scandale. Certains d'entre eux avaient été entraînés dans des dépositions, forcés sous serment d'admettre des vérités inconfortables, et ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. J'ai entendu par des rumeurs que ses collègues au travail ne lui faisaient plus confiance. Sa réputation était ternie de manière irréparable. Et Richard Haye, l'homme sur lequel elle avait tout misé, l'a abandonné presque immédiatement. Il n'avait aucun intérêt pour une femme publiquement qualifiée de menteuse et de fraudeuse, une femme qui avait perdu de façon spectaculaire au tribunal. Il était attiré par le succès, par le pouvoir, et elle était maintenant le contraire. Un exemple à ne pas suivre. Je ne nierai pas la satisfaction que j'ai ressentie en regardant tout s'effondrer. J'avais imaginé ce moment dans les nuits les plus sombres. Fantasmé sur sa chute. Et maintenant que c'était réel, l'émotion qui m'a rempli n'était pas seulement le soulagement, mais quelque chose de plus vif, presque de la jubilation. Quand je l'ai dit à Jonathan, il a simplement hoché la tête. Elle a écrit sa propre fin, Andy. Tu n'avais qu'à la laisser jouer son rôle. Un après-midi, peu de temps après le jugement, je suis passé devant Victoria dans le couloir du palais de justice alors qu'elle sortait du bureau de Stephen Grant. Elle semblait plus petite, diminuée, serrant une pile de papier dans ses mains comme une bouée de sauvetage. Son regard a croisé le mien un très bref instant, et j'y ai vu aucune trace du triomphe qu'elle portait autrefois, seulement de l'épuisement et de la honte. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. J'ai simplement hoché la tête, calme, stable, et je suis passé devant elle. Pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. Toute la colère,
toute l'humiliation, tout le poids que j'avais porté depuis la nuit où elle m'avait dit que c'était fini. Tout s'est envolé. La satisfaction n'était pas seulement dans la victoire ou en la regardant tomber. C'était de savoir qu'elle n'avait plus de pouvoir sur moi, plus la capacité de me définir comme faible ou impuissant. Elle m'avait sous-estimé, avait sous-estimé ma famille, et elle en avait payé le prix. Et dans cette libération, ce dernier souffle de liberté, j'ai réalisé que j'avais retrouvé plus que ma maison ou mes économies. Je m'étais retrouvé. L'audience finale s'est terminée sur le coup de marteau de la juge Margaret Collins. Et juste comme ça, la tempête était passée. Victoria est partie, dépouillée de la maison, privée de pension alimentaire, et condamnée à rembourser les 60 000 $ qu'elle avait siphonnés pour sa liaison avec Richard High. Son avocat, Stephen Grant, ressemblait à un homme qui avait été broyé et recraché, pâle et épuisé. Et quand l'officier Bennett les a escortés hors de la salle d'audience, j'ai su que leur combat était terminé. Assis à côté de moi, Jonathan Carter a fermé sa mallette d'un claquement sec, son expression indéchiffrable, mais sa présence rayonnant toujours de l'autorité qui m'avait porté à travers la bataille la plus sombre de ma vie. Un immense calme m'a envahi, une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Et pourtant, sous ce calme, il y avait quelque chose de plus profond, de plus personnel que la victoire au tribunal. Il ne s'agissait pas seulement de la maison ou de l'argent. Il s'agissait de mon frère. Une semaine plus tard, Jonathan m'a appelé. Sa voix était plus calme que dans mon souvenir, dépourvue du ton tranchant qu'il avait souvent au tribunal. « Retrouve-moi à l'ancienne maison, dit-il. Tu sais laquelle. » Ma poitrine s'est serrée. Il parlait de la maison de nos parents. L'endroit qui avait creusé un fossé entre nous 5 ans plus tôt. J'y suis allé un samedi après-midi, le ciel était clair, l'air frais, et quand je me suis garé sur l'allée de gravier, je l'ai vu assis sur les marches du porche, les coudes sur les genoux, ne ressemblant pas à l'avocat redouté qui avait démoli le dossier de Victoria, mais au frère avec qui j'avais grandi. Pendant un instant, je suis resté là, à contempler la scène, la maison se dressant derrière lui avec sa peinture écaillée et ses gouttières affaissées. Elle avait été négligée pendant nos années de silence, laissée comme une autre victime de notre fierté obstinée. Jonathan a levé les yeux et m'a fait un petit signe de tête. Andy. Je me suis assis à côté de lui, et pendant un moment, nous n'avons rien dit. Le silence n'était pas lourd comme avant. Il semblait hésitant, presque fragile, comme une trêve attendant d'être formulée à voix haute. Finalement, il a expiré et a dit « J'avais tort ». Je me suis tourné vers lui, surpris. Il regardait la cour, la mâchoire serrée, mais sa voix était stable. À l'époque, j'étais tellement concentré à tout transformer en chiffres, en actifs. J'ai oublié ce qu'était vraiment cette maison. J'ai oublié ce qu'elle signifiait pour toi, ce qu'elle signifiait pour nous deux. Son aveu m'a frappé plus fort que n'importe quelle victoire au tribunal. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis forcé à répondre. J'avais tort, moi aussi. Je me suis accroché si fort au passé que je ne voyais pas d'autre moyen d'avancer. J'ai laissé ma fierté prendre le dessus, et j'ai laissé cela me coûter mon frère. Nous sommes restés assis là, dans la lumière déclinante, deux hommes adultes qui s'étaient autrefois battus dans cette même cour, admettant maintenant tranquillement ce qu'aucun de nous n'avait été capable de dire pendant des années. Après une longue pause, Jonathan s'est levé, époussetant ses mains. « Alors, qu'est-ce que tu dirais qu'on la retape ?» J'ai cligné des yeux. « La retaper ?» Il a hoché la tête en direction de la balustrade du porche, à moitié pourrie et affaissée. « Cet endroit est toujours à nous. Il n'a pas à être un monument au passé. Il peut être quelque chose pour l'avenir, pour nous deux. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Pendant les week-ends suivants, nous avons travaillé côte à côte, comme lorsque papa nous obligeait à l'aider pour les réparations. Nous avons remplacé les planches du porche, réparé le toit, peint les murs extérieurs. Jonathan, l'homme qui vivait dans les tribunaux et portait des costumes à 1000 $, a retroussé ses manches et planté des clous, sa chemise humide de sueur, son rire éclatant à des moments qui me rappelaient le garçon que j'avais connu. Tu te souviens quand papa a essayé de réparer l'évier et a inondé toute la cuisine, a-t-il dit un après-midi en riant. J'ai souri, le souvenir refaisant surface comme un courant chaud. Ouais, et maman avait fait cette tarte aux pommes le même jour. Elle disait que c'était pour adoucir le désastre. Ces moments ont guéri en moi quelque chose que le tribunal n'aurait jamais pu guérir. Chaque rire, chaque souvenir partagé a poncé l'amertume des années de séparation. J'ai alors réalisé que la trahison de Victoria, aussi dévastatrice qu'elle ait été,
m'avait forcé à franchir le fossé que j'avais creusé avec mon frère. Elle pensait m'isoler, me réduire à néant. Au lieu de cela, elle m'avait, sans le savoir, rendu la partie la plus importante de ma vie. Un soir, alors que nous nous reculions pour admirer la maison fraîchement peinte brillant au coucher du soleil, Jonathan a posé une main sur mon épaule. Tu sais, Andy, elle a essayé de tout te prendre, mais à la fin, elle t'a rendu ta famille. J'ai dégluti difficilement, la vérité de ces paroles s'ancrant profondément en moi. Ouais, ai-je dit doucement. Et ça vaut plus que n'importe quelle maison ou n'importe quel compte en banque. Alors que la lumière s'estompait, j'ai senti une chaleur s'installer en moi. Une paix qui ne venait pas d'une victoire au tribunal, mais de savoir que je n'avais pas perdu ce qui comptait le plus. Victoria m'avait sous-estimé, avait essayé de me détruire, mais sa cupidité m'avait forcé à me réconcilier avec mon frère, à retrouver non seulement ma maison, mais ma famille. Et tandis que Jonathan et moi rangions les outils, le son de nos rires résonnant dans la cour, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas dans ce que j'avais gardé. Elle était dans ce que j'avais retrouvé. Au final, la trahison est devenue le feu qui a révélé la vérité, et la fierté a cédé la place à la réconciliation. Victoria pensait pouvoir me briser. Pourtant, sa cupidité a restauré ce qui comptait le plus, ma famille. Parfois, les entailles les plus cruelles de la vie tracent le chemin du retour vers l'amour, la force et ce que nous ne devrions jamais tenir pour acquis.